Alors, voilà, on a discuté aquaculture, ça nous a occupé une petite partie, une bonne partie de temps, mais c'était passionnant, très très intéressant. Maintenant, si vous me permettez, on va faire un deuxième entretien, on va parler de la mer en général, et puis on va essayer de partir donc, comme j'avais dit, du local, après national, et puis après peut-être un peu plus global, parler de la Méditerranée et tout. Alors, l'état des lieux ici, dans votre région, de la mer. D'accord. L'état des lieux ici, contrairement à ce qui se dit ici et là, donc pollution de la mer, etc., Mhm. nous sommes, à mon avis, pas vraiment dans cette situation. La pression qui existe sur le littoral algérien, mis à part les grosses agglomérations, donc les grandes villes, Mais par exemple, commençons par Annaba et enfin la côte est. Alors, oui, oui. Le- le- Si je vois l'occupation du littoral, si je très vois bien, l'occupation du littoral, la pression n'est pas énorme. La pression d'accord. n'est pas énorme, mis à part les gros centres. Hein, Elle n'est les pas gros énorme, centres. mais elle est concentrée par Elle est contre concentrée, à certains exactement, elle est endroits. concentrée, mais le littoral, il s'étend, il s'étend. Mhm. En plus, il n'y a pas Annie, pour pouvoir l'affirmer, parce que quand on parle en tant que scientifique, on ne parle pas par rapport à ce qui se dit, à ce qu'on voit. C'est Mhm. des mesures qui peuvent le dire. Très Et bien. malheureusement, sur le littoral, il n'y a pas de suivi de la qualité des eaux, Mhm. à part quelques prélèvements qui se font en été pour voir la qualité, la salubrité des plages. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on devrait procéder? Ah ben, on devrait procéder comme le font beaucoup de pays en Méditerranée, c'est mettre en place donc des systèmes de surveillance, des réseaux de surveillance qui soient continus. C'est-à-dire que chaque mois, il faudrait qu'il y ait un prélèvement d'eau pour voir l'état de la pollution par le microbiologique, par les hydrocarbures, enfin, toutes les composantes, enfin, toutes les choses qui pourraient donc nuire à la qualité de l'eau. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le recommander, mais ça ne se fait pas. Et ça, c'est très utile, pas seulement pour parce qu'avec le développement, par exemple, je reviens à mon sujet, donc fétiche, l'aquaculture, si on n'a pas une image instantanée à tout moment de l'état du littoral en un point donné de la côte, on ne peut pas dire si dans cette région on peut faire ou on ne peut pas faire d'aquaculture. D'ailleurs, ça, c'était un des freins à l'attribution de concessions. Très bien. Je ne connais pas l'état du littoral. Ah, donc, Est-ce que je peux vous autoriser à faire de la moule, par exemple? alors quand vous dites justement, juste avant que l'état il n'est pas aussi catastrophique qu'on ne le pense, qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? Enfin, c'est par rapport à... Moi, je fais toujours la comparaison un peu nord-sud. Voilà. D'accord? Sur le plan touristique, par exemple, on a... Vous voulez dire on est les moins pires? Voilà, voilà, On est parmi les moins pires. exactement. Sur une note sur 10, vous nous donneriez combien? La moyenne. Voilà. Voilà, D'accord. la- Parce la- que c'est vrai que la Méditerranée, par contre, elle est... Exactement, parce que si on voit les côtes espagnoles ou les côtes là où il y a entre industrie, tourisme, etc., la pression est énorme. Mais la question qui serait très intéressante de se poser, aujourd'hui, c'est vrai que le discours politique en général est de dire oui, mais vous savez, on n'est pas si un pays si pollué que ça, comparé à d'autres pays. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comparé à notre faible industrialisation, à notre urbanisme qui est encore, je veux dire, on n'est pas encore arrivé c'est vrai qu'on est sur la mauvaise, on est sur la mauvaise pente, mais j'ai l'impression que déjà avec nos peu de moyens, nos capacités de pollution sont déjà énormes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on arrivera au niveau, si on doit y arriver, de ces pays-là, est-ce qu'on ne va pas les dépasser Oui, certainement, parce que l'un des problèmes, par exemple, c'est pas l'inexistence, parce qu'elles existent, mais le non-fonctionnement des stations de traitement. Bah oui, il y en a Par très exemple. peu en plus. Il y en a très peu, et le peu qu'il y a ne fonctionne pas. Elles sont toutes en panne, pratiquement. Mhm. D'accord, donc ça c'est un gros problème. Mhm. Une ville comme Annaba ou comme Alger, où les eaux enfin, domestiques, les rejets domestiques ne sont pas, ou sont moyennement ou légèrement traités, ça pourrait être un problème. Elles ont un impact sur les fonds marins, quand même, sur les côtes? Certainement, Ouais. parce que Quand vous dites certainement, c'est le scientifique qui est en train de me suggérer qu'il n'y a pas vraiment de recherches qui ont été faites il là-dessus? n'y a pas suffisamment, mais nous on se réfère toujours aux informations, aux données qu'on reçoit d'ailleurs. D'accord. La composition des eaux de rejet, la charge, etc., ce qu'il y a dedans, la diversité de produits, etc. Donc, et en plus, on ne connaît pas le devenir de ces produits.
On n'est pas de devenir ces produits. Vous savez, dans des eaux, il n'y a pas que les détergents, il y a des médicaments, il y a des antibiotiques, il y a de tout. Hein, et tout ça va aboutir chez les poissons, chez les crustacés, chez les... Donc ça veut dire que même les gens qui pensent que manger du poisson de mer, nature, ça va être bon pour leur santé, peut-être que... On ne sait pas en fait. Et ça s'il y avait des suivis réguliers à partir de dosages dans la chair des animaux, etc., on l'aurait su. Donc ça, c'est concrètement, de ce que je comprends, que ça soit autant pour la pêche conventionnelle, ou que ce soit pour l'aquaculture, ou que ce soit pour la santé publique, et que ce soit aussi pour des raisons de respect, d'écologie, respect de la biodiversité et tout, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est cette veille scientifique qui n'est pas encore au rendez-vous. C'est-à-dire que pour l'instant, on parle un peu... il faudrait un système d'alerte, voilà, un réseau de veille, de veille plutôt, un système de veille pour dire, voilà, quand les choses se passent bien, elles se passent bien, mais dès qu'il y a un dépassement dans un élément, par exemple, prenez l'exemple des algues toxiques. Les algues toxiques, c'est si il s'avère qu'à un instant donné, sur une partie du littoral, il y a un développement de ce qu'on appelle les efflorescences algales toxiques, votre moule qui est produite par l'aquaculture X ne pourra pas être commercialisée, tout simplement. Très bien. Donc il y a des exemples comme ça, et cette veille ne doit pas concerner uniquement la qualité de l'eau, elle doit concerner aussi les produits de la pêche. Qu'est-ce qu'on est en train de pêcher? Vous savez, maintenant, il y a des espèces exotiques qui arrivent en Méditerranée. Oui. On a vu chez nous, par exemple, ce qu'on appelle le poisson lapin. Bon, c'est faux comme appellation, mais c'est ce que les gens appellent poisson lapin. Si les gens ne sont pas informés, s'il n'y a pas un système de veille, d'alerte, on ne peut pas, n'importe qui peut le prendre, le consommer. Puis il faut pouvoir anticiper les crises, et pour anticiper les crises, il faut l'information, c'est le nerf de la guerre. Exactement, il faut de l'information, et puis il faut qu'il y ait donc des contrôles, il faut qu'il y ait des missions, enfin des gens du secteur de l'environnement de la pêche régulières sur le littoral, au niveau des pêcheries, etc., pour dire voilà... Ça demanderait beaucoup de moyens? Non, pas beaucoup, ça demande surtout de la présence et du savoir. Vous pensez même qu'on pourrait éventuellement imaginer même un service scientifique ou par exemple de jeunes étudiants et tout pourraient, en remplacement de leur service militaire ou autre chose, effectuer cette veille? Ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Vous savez, créer des jobs des jobs d'été, enfin des... Oui, quelque chose comme ça, et c'est bénéfique pour tout le monde parce que les étudiants vont apprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire indirectement actuellement au laboratoire, c'est ce qu'on appelle la science citoyenne. Nous avons notre réseau de gens, de pêcheurs, de gens qui sont sur le terrain, qu'on connaît parce que depuis le temps qu'on travaille avec eux. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, une tache rouge en mer, on est appelé. Et un poisson, c'est la première fois que je vois ce poisson, on est appelé. Très bien. Et ça se développe beaucoup en Méditerranée. Il y a même des ouvrages qui ont été faits sur ça. Donc cette science citoyenne nous permet, parce que nous les scientifiques, on ne peut pas être partout. Les réseaux sociaux vous aident aussi pour ça? Les réseaux sociaux également. Il y a même des réseaux sociaux, pas chez nous, mais ailleurs en Europe. Je sais qu'il y a un truc en Italie sur justement les espèces invasives, où les gens sont informés à l'instant T qu'il y a quelque chose qui se passe, que les scientifiques se déplacent, où on voit ces techniciens pour voir de quoi il s'agit. Même si les réseaux sociaux, il est arrivé des fois, moi je me souviens que par exemple justement à Guerbèze, chez nous, il y a eu un moment, il y a eu la mer avait pris une couleur vraiment un peu rougeâtre et tout, il y avait eu tout un tas de polémiques, on avait parlé de pollution et tout, alors que c'était une histoire en fait en relation avec le changement climatique, c'était en fait une espèce qui s'est développée. Et voilà, donc c'est à double tranchant. Mais du coup, il n'existe pas en Algérie sur les réseaux sociaux une page ou un site qui informe régulièrement et qui permet de collecter. Il n'y a pas un site internet? Pourquoi il n'a pas été créé alors? À ma connaissance, non, parce qu'un site comme ça, il faut qu'il soit porté par une partie, par un volontaire, un scientifique. Ça peut être même quelqu'un qui n'a pas de relation directe avec la recherche ou avec le. Mais il n'y a pas eu d'initiative. Bon, il y a des gens qui affichent des trucs, des photos, mais il n'y a pas quelque chose de dédié réellement dédié à ça, à la surveillance, à l'information. Donc dans l'ensemble, vous dites ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que bon, on n'a pas assez d'informations pour vraiment faire un diagnostic, on va dire exhaustif, et être sûr de dire que non, on n'est pas trop pollué, non, mais
Par contre, on n'a pas encore atteint, parce que la Méditerranée, qui est quand même une zone, une mer très polluée, très fréquentée, très polluée. Bon, après, le trafic marin, il a une influence quand même sur cette pollution. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus? Bon, si on parle de la Méditerranée en général, c'est l'une des mers qui subit le plus de pression. Nous avons quelque chose comme 400 millions de touristes. Je ne parle pas d'Algérie, je passe à la Méditerranée. Mais tout est lié. Hein. 400 millions de touristes. Vous avez, je crois, autour de 70% du trafic pétrolier passe par la Méditerranée. D'accord. Je m'arrête là. Donc vous imaginez toutes les pressions. Ça, c'est sur le plan, si vous voulez, action directe, enfin effet direct sur le milieu. Vous avez aussi la question, parce que on vous dit, dans tous les rapports maintenant vous disent que le plus gros mal qui sera fait à la Méditerranée, ce sont, par rapport à la perte de biodiversité, ce sont les espèces invasives qui arrivent de mer Rouge et qui arrivent de Gibraltar. Et qui arrivent comment? Par les bateaux? Ils peuvent arriver passivement, passivement en se déplaçant, donc en bougeant, enfin par leur propre mobilité. Par migration, ouais. Par migration, comme ils peuvent arriver à cause des ballastages des bateaux aussi. Hein, ça veut dire qu'ils sont absorbés le bateau à un endroit T et rejetés à un endroit. Donc les espèces qui arrivent, donc, comme la Méditerranée se réchauffe, donc ils trouvent des conditions à peu près semblables à ce qu'ils ont laissé chez eux, donc ces taxons, ces espèces se développent. Le plastique aussi, je suppose. Le plastique aussi. Ça, c'est une question d'actualité. Donc, et le plastique, si je reviens en Algérie, le plastique en Algérie, je crois que c'est vraiment une préoccupation. C'est une préoccupation, une grosse préoccupation. Je sais qu'il y avait eu à une époque, avec le Probium, il y avait eu Émir Belken, il avait justement essayé de faire venir un bateau qui a un peu parcouru toute la Méditerranée, justement pour faire des analyses sur les microplastiques et tout. Bon, c'est un sujet qui, à un moment, il a été un peu d'actualité, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, fait. On n'en parle pas beaucoup, mais... Et les résultats, d'ailleurs, de ces recherches, elles ont été... elles vous ont été transmises? Non, elles ne nous ont pas été transmises. Enfin, j'ai connaissance de quelques travaux, oui, parce qu'il y a même des collègues qui commencent à s'intéresser à ce sujet. Et on avait même évoqué la possibilité d'un master sur les déchets solides. Ouverture carrément d'un master sur les déchets solides qui ne sera pas que marin, tout le déchet solide, même ce qu'on voit donc, sur le territoire, sur la terre. Et ça mérite une attention. C'est une attention. Est-ce qu'aujourd'hui, les plastiques qu'on trouve sur nos côtes et la pollution qu'on trouve sur nos côtes, est-ce qu'elle est endémique ou elle est exotique ou c'est un mix? Vous parlez du cas particulier des plastiques. Oui, les déchets qu'on trouve sur les plages, est-ce que c'est plus endémique, vraiment ça vient de chez nous, ou est-ce que par les jeux des courants marins, est-ce qu'il y a beaucoup de pollution qui nous vient d'autres côtes? La question n'a jamais été ni approchée de façon ciblée, mais ce qu'on voit généralement c'est du local. C'est du local. Maintenant il y a d'autres plastiques invisibles à l'œil. Voilà. C'est ceux-là qui font le plus de mal. Le sac en plastique qui étouffe la tortue, bon ça c'est une image. Mais le plus grave, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas visible. Les pollutions les plus graves sont toujours celles qui ne sont pas visibles. Hein. C'est soit le domaine. Le problème, c'est que c'est transmis. Et j'ai vu, la dernière fois, il y avait un congrès de la CESM, donc de la Commission internationale pour l'exploitation de la Méditerranée. Le gars, il avait montré des choses qui font peur. Par rapport à l'impact des plastiques sur la santé humaine. Les problèmes de cancer, les problèmes d'infertilité, les problèmes de... et c'est vraiment des relations de cause à effet, c'est direct, vraiment c'est direct. C'est direct, d'accord. C'est-à-dire que maintenant c'est acté scientifiquement. On n'en est plus dans les... Et lorsqu'on est dans les micros et les nanoplastiques, les nanoplastiques, vu la circulation de la Méditerranée, je suis sûr qu'on reçoit, les plastiques sont maintenant... Bien sûr, ça s'en rend compte. Ça circule, il y a plus quel que soit le pays... Plus d'une fois, j'avais proposé aux associations locales, je leur avais vraiment proposé
l'idée que quand ils faisaient les opérations de nettoyage, pourquoi pas s'associer avec quelques scientifiques, quelques même étudiants-chercheurs, et essayer de trier un peu ces déchets, et pour en faire, essayer de faire, par exemple sur une année, de faire comment dirais-je, un état des lieux. Un état des lieux pour répertorier, justement pour avoir déjà avec ce qu'on collecte, voir un peu d'où viennent la provenance de ces déchets. Je ne sais pas si on est allé jusqu'à la provenance, mais je sais qu'il y a eu des travaux ici au département sur... Enfin, c'est un travail de déblayage. De déblayage, oui, bien sûr. Approfondi, un travail de déblayage, pour voir un petit peu quelle est la pression, enfin, l'importance du phénomène. Ils ont même catégorisé donc, ce déchet solide en fonction de type métal, plastique, enfin toutes les sources de pollution. Les déchets solides en général, en particulier sur le plastique. Ça a été abordé, non, ça a été abordé. Les principaux chantiers justement de la préservation de la biodiversité marine ou de la santé de la mer en Algérie, ils seraient lesquels pour vous? Si on commençait par l'Algérie d'abord. Oui, il faudrait mettre ou bien appliquer, parce qu'il y a des textes qui existent quand même par rapport au rejet des installations industrielles, etc. Et puis, il faut tout faire pour remettre en marche les stations qui sont à l'arrêt, en construire d'autres. En construire d'autres, oui, bien sûr. Parce que ce qui existe est insuffisant, et puis faire de la surveillance par rapport aux bateaux qui sillonnent notre littoral. Ils rejettent beaucoup de pollution aussi, tous ces bateaux enfin, c'est surtout les déballastages. D'accord. Ouais, surtout les déballastages, il y a parfois, d'ailleurs on le voit, parfois on voit des taches en pleine mer, c'est tellement un bateau qui a... Et ces pratiques doivent être... vraiment sanctionnées, contrôlées. Ça doit être sanctionné. Donc... Voilà, d'autres chantiers encore. Donc là, vous dites une veille scientifique. La connaissance, continuer à inventorier notre biodiversité, parce qu'on ne la connaît pas suffisamment. C'est le cas de l'Algérie. Le nombre de chercheurs qui travaillent sur la biodiversité, on n'est pas des masses. Donc il faudrait renforcer donc, ce secteur, former des jeunes donc, sur la connaissance de la biodiversité, et puis aller vers la valorisation, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont peut-être comestibles, qui sont valorisables, et qui sont pas considérées comme telles. Même si, bon, il y a l'école de la conservation, il y a l'école de la préservation. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi voir les services écologiques que rendent certaines espèces. Le requin, c'est un très très bon exemple, et tant d'autres. Il y a aussi un truc, une valorisation médiatique. Parce que concrètement, il y a quasiment, je veux dire, prenez l'exemple en France, Cousteau, le travail à l'époque Cousteau ou alors après Nicolas Hulot, le travail qu'ils ont fait pour faire connaître ces fonds marins. Moi, je suis toujours sidéré de voir que les citoyens et citoyennes algériennes connaissent bien mieux la biodiversité des quatre coins du monde. Ils sont fascinés et ils sont de grands consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même... On est d'accord que quand vous allez chez les gens, il y en a beaucoup qui sont là en train de regarder les documentaires de la BBC et tant d'autres. Et on se dit en Algérie, il n'y a aucune production ou très peu sur le sujet. On n'a pas beaucoup travaillé sur la sensibilisation et sur la vulgarisation. Ça, c'est un gros manque. Et moi, je fais beaucoup à mon petit niveau, au niveau de ce laboratoire. D'ailleurs, vous avez vu nos contributions dans la presse, par exemple. À chaque fois qu'il y a un phénomène, on essaie d'en parler en simplifiant un petit peu les choses. Et un chercheur doit faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais pourquoi Le Grand Bleu, par exemple, il y a eu ce film. Pourquoi en Algérie? Parce qu'il faut faire rêver aussi les gens. Ce que je répète, c'est que il y a le côté esthétique de la nature, quand même, qui joue beaucoup pour sa préservation, pour sensibiliser les gens. Comment vous expliquez qu'avec justement ces fonds marins qu'on a qui sont intéressants et on pourrait justement même, puisqu'apparemment si peu de gens les ont vraiment explorés, comment vous expliquez qu'il n'y a pas une production cinématographique, télévisuelle ça demande beaucoup de moyens? Non, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de moyens que lorsqu'on fait un film sur Terre. Mais ça peut attirer beaucoup de public. Par exemple, l'histoire de la Révolution. Il y a combien de films? Alors que politiquement, on veut que ça soit... mais il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est peut-être... Il n'y a pas la masse critique de gens qui
qui veulent faire ça, qui s'intéressent à ça. Parce que décidément, alors Emir Belken, justement, il a avec une équipe et tout, ils ont produit un film, Les Maisons de la Mer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc ça se parlait justement des récifs artificiels et tout, intéressant. Mais on se dit, on pourrait vraiment aller. Oui, il faudrait que des initiatives comme ça se multiplient et puis avec plus de moyens. Exactement. Les récifs artificiels, vous en pensez quoi? Les récifs artificiels, bon, c'est une manière d'attirer donc le poisson, mais ça se fait généralement dans des régions qui sont désertées. Les côtes algériennes ne sont pas dans cette logique. D'accord. Prenez par exemple la Tunisie, dès que vous quittez Tabarka, plus loin c'est que du sable. Là, ça se justifie largement. Ça se justifie. Mais les côtes algériennes sont rocheuses. On n'a pas, enfin moi je ne vois pas vraiment l'intérêt dans parce qu'il y a Pourquoi? Parce que d'abord architecturalement, la science ne sait pas exactement comment on doit faire. D'accord. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se lancer dans un programme de récif artificiel tant qu'on n'a pas su quels sont les systèmes les plus attractifs, les systèmes qui vraiment concentrent de la biomasse. Parce que l'intérêt, c'est de concentrer de la biomasse, d'accord, et d'attirer, de préserver, etc. Je ne sais pas. Vous avez vu ce film? Qu'est-ce que vous avez, comme bien sûr, objectivement. Non, mais c'est une bonne initiative d'abord pour montrer la mer, parce que très bien. Là, c'est montrer un autre habitat que les gens ne connaissent pas, enfin les dessous de la mer. C'est une bonne initiative. Bon, c'est un créneau qui pourrait être intéressant, Mais je veux dire, nous avons d'autres priorités que les récifs. Parce que l'idée quand même du Probium, c'est un de ces projets leitmotiv, hein, c'est de utiliser des wagons, des wagons ici à là-bas, qui sont usagés, et de faire une immense, on va dire, un barrage vert version aquatique et tout. Vous pensez que c'est... Mais est-ce que vous pensez que nos côtes sont vraiment désertées? C'est vous qui allez me répondre. Non. Non. C'est vrai qu'il y a un éloignement par rapport à la pression de la pêche sauvage, du braconnage. D'accord. Il y a un recul. Mais on n'est pas encore dans cette logique. C'est vrai que les gens qui ont pêché, qui ont chassé dans les années 70 vous disent bon, il n'y a plus rien. Très bien. C'est relatif. Mais ça, c'est parce qu'il faut voir ce qui se passe sur la côte. Le nombre de gens qui vont chasser avec des bouteilles, c'est ça aussi qu'il faut plutôt surveiller, réglementer, mais je ne suis pas contre les récifs. J'ai compris, oui. Mais je veux dire que c'est pareil, c'est la dose qui fait le poison. Ça veut dire, en tout cas, c'est pas forcément une priorité, et c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent aujourd'hui par rapport à nos urgences. Exactement. Il y a d'autres choses qu'on doit faire, donc pour préserver, pour que le poisson n'aille pas ailleurs, enfin, qui s'éloigne pas de nos côtes. Il faut protéger, il faut améliorer la qualité des eaux, il faut préserver les habitats, parce que les bateaux avec leurs trucs qui bousillent, enfin tout ce qui est posidonie, tout ce qui est... Ça ce sont des problèmes. Oui. Je vous donne l'exemple, par exemple, les cages d'aquaculture. Si vous développez l'aquaculture, vous attirez le poisson. Donc vous faites des récifs de façon involontaire. D'accord. Donc il est démontré que là où il y a des cages, il y a un retour parce que les poissons profitent un petit peu des aliments qui tombent autour, etc. Donc il y a un bénéfice partagé. Hier justement, quand je vous ai appelé au téléphone et tout, vous savez, le hasard des fois... Il y avait un jeune homme qui m'entendait discuter avec vous et tout. Il est venu me voir parce que lui, c'est un plongeur professionnel. D'accord. Et il m'a dit, mais je vous ai entendu parler d'écologie, je vous ai entendu parler des fonds marins et tout. Moi, j'ai envie de vous parler et de vous donner mon avis et tout. C'est très, très intéressant. Donc bon, lui, il m'a alerté un petit peu sur... Il m'a dit exactement ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que... Il m'a dit, voilà, il y a des endroits, il me dit, moi, il y a des endroits où je plonge un petit peu partout en Algérie. Il y a vraiment des endroits où c'est concentré et là où il y a des usines et tout, il faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'il me dit, voilà, moi je suis sur le terrain, je ne suis pas un scientifique, mais je plonge. Et des fois, la visibilité, elle est quasiment nulle assez vite. Et il a parlé des coraux, aussi du corail. Bon, ça c'est un grand sujet. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est un peu la discussion que j'ai eue aussi avec les pêcheurs, je pense qu'aussi la condition des gens de la mer, elle est importante. Parce que souvent, lui par exemple, son discours, c'était de dire aujourd'hui, un plongeur professionnel, quand il travaille pour l'entreprise ou quand il bosse
façon, on va dire, régulière, il gagne 30 000, 60 000 dinars à tout casser. Par contre, le plongeur qui va faire, va faire du corail, va faire des choses totalement illégales, il peut se gagner ça en une journée. Donc, pareil pour les pêcheurs. Les pêcheurs, aujourd'hui, on leur demande de respecter le repos biologique, mais d'un autre côté, quand ils vont pas pêcher, est-ce qu'ils sont si bien soutenus que ça? Donc, est-ce que... Et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans tous les domaines de l'écologie en Algérie. Quand je dis écologie, c'est pas seulement la science, mais c'est vraiment l'écologie politique. Souvent, est-ce que l'aspect social, pas social au sens où on l'entend chez nous, hein, ça veut dire tout pardonner à quelqu'un, mais est-ce que vraiment, est-ce que les sociologues, en fait, ils sont impliqués dans... Non, pas du tout, parce que même en Europe, ce n'est que très récemment qu'on a pensé donc, à l'association du sociologue dans les projets. Maintenant, dans les projets de recherche, on vous exige l'association de la sociologie dans vos programmes. Et si je reviens au cas de la sociologie des pêcheurs, il faudrait penser à la diversification des activités. Un pêcheur ne doit pas faire que de la pêche. Il y a de la pêche à pied, par exemple, qu'il pourrait pratiquer. Il y a de la cueillette. L'écotourisme aussi. Quand j'ai un bateau, quand je ne pêche pas, je peux le transformer pour faire autre chose. Je veux dire, il y a d'autres activités que le pêcheur devrait, dans lesquelles il devrait... Il se lance, il ne faut pas croire. Oui, je sais. Mais qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas réglementées, qui ne sont pas autorisées. Il y a beaucoup de choses qui se font qui devraient être punies par la loi. D'accord. C'est comme ça que les pêcheurs... C'est le mauvais côté du social, par contre. On leur pardonne des choses... Pourquoi ne pas réglementer ces activités? Par exemple, le corail, ça fait quelques temps qu'on parle de la réouverture. C'est ce que me disait le... Ça serait bien, mais... Moi, je ne connais pas la situation du corail actuellement, parce que le corail, ce n'est pas facile à regarder. Bien sûr, ouais. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une étude sérieuse pour déterminer donc, les quotas, qu'est-ce qu'on peut prélever, quelle est la pression de prélèvement, quelles sont les zones, etc. Donc ça c'est un travail à faire qui n'a jamais été fait. Sachant que il y a vraiment des secteurs qui génèrent beaucoup d'argent, qui peuvent en générer beaucoup. Ouais. Et moi, je pense que le corail, par exemple, bien géré et bien taxé, ça pourrait permettre de financer la science aussi, de financer les recherches. L'aquaculture, bien organisée, bien taxée, ça pourrait permettre justement de financer, de financer. Je pense qu'il y a un équilibre en fait entre l'écologie et l'économie. Bon, vous savez, le radical commun, c'est oikos, écologie, économie, ça traite du même sujet. Donc, il y en a un, c'est l'étude, l'autre, c'est la gestion. Donc, et moi, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un équilibre à faire aujourd'hui où il faut que les activités économiques financent la science parce que les deux sont... Oui. Et c'est ce que essaye de faire justement le département de la recherche maintenant, c'est d'essayer d'associer donc dans le cadre de programmes de recherche les opérateurs socio-économiques pour que ça ne soit pas l'État qui finance, parce que je pense que c'est très lourd, mais ça serait donc des entités industrielles économiques qui s'associent avec un laboratoire ou avec une équipe de recherche pour essayer de régler leurs problèmes. Pas seulement dans le domaine de la mer, hein, je parle et ça c'est très intéressant parce que même le chercheur va sentir que ce qu'il fait est utile. Alors c'est intéressant, mais avec, si vous voulez mon très humble avis, avec une certaine réserve. Parce que vous savez, et c'est là où je pense que l'État doit être régulateur. Parce que quand la science, des fois la science et l'industrie se réunissent, ça donne un peu une hétéro-activité, c'est une hétéronomie. Ça veut dire qu'après les scientifiques ne sont axés que sur des recherches, des secteurs de recherche finalisés, ça atteint à l'objectivité des scientifiques, parce que quand ils sont financés par les industriels ou par l'industrie... Mais ça c'est un financement par objectif, c'est-à-dire un financement qui est ciblé. D'accord. L'État continuera à financer la recherche fondamentale. Par exemple, je veux reconnaître la biodiversité du littoral, ça n'intéressera jamais un industriel. C'est du savoir, c'est de la connaissance qu'il faut... Ça dépend lesquels, mais... non. De façon générale, bien sûr, on peut tirer des choses de la biodiversité. Je veux dire, comme ça, globalement, il n'y a personne qui va vous dire je vous donne de l'argent pour savoir ce qu'il y a dans le... C'est très rare, enfin, sauf qu'il y a des arrière-pensées. Des arrière-pensées. Exactement. Mais je veux dire que je ne parle pas d'un financement exclusivement qui viendrait du
du secteur socio-économique, mais un mix de financement, parce que c'est vrai que maintenant l'État nous incite à aller vers la recherche appliquée. C'est bien, parce que ça permet de résoudre des problèmes, mais nous avons aussi besoin de fondamental. La il faut les deux, voilà. Il ne faudrait pas tomber dans l'autre excès, exactement. en fait. Ouais. Il y a des connaissances qu'on doit acquérir, et puis ça permet de développer les savoirs universels. Et puis ne pas oublier que nous sommes à l'ère de l'information. Moi, c'est le même discours que j'ai eu pour les oasis, que c'était très bien de parler des oasis au niveau des dates, tout ça. Mais moi, à ma connaissance, une des personnes qui a été le précurseur dans la mise en valeur du palmier dattier bio et qui l'a exporté, c'est un ami qui s'appelle Hadj Khalil, qui a créé une société qui s'appelle Bionor à l'époque. Il y a 20 ans de ça, il exportait déjà des dattes d'Egletenor aux quatre coins du monde, certifiées bio. Aujourd'hui, il est passé des dates aux data. Aujourd'hui, il est dans le data mining. Donc, parce que comme c'est quelqu'un qui a une vision, on n'est pas toujours d'accord sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Hein. Moi, c'est comme tout, j'essaye toujours de voir là où c'est le remède, là où c'est le poison. Mais l'Algérie, concrètement, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG qui financent des petites associations pour faire des petits projets où ils collectent, mine de rien, pas mal d'informations, et nos informations, elles sont bradées. Et je pense que, j'espère un jour que le gouvernement algérien et que la communauté scientifique algérienne réalisera que, en fait, c'est un peu comme les déchets. Vous savez, c'est un peu comme le citoyen aujourd'hui qui jette ses déchets un peu n'importe où sans connaître sa valeur. Ce que je dis souvent aux gens, vous allez sur Facebook, vous mettez vos informations, vous donnez sur les réseaux sociaux des photos, des choses. Enfin, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui. Est-ce qu'il y a une mise en valeur de la data, en fait, en Algérie scientifique? On parlait justement de ce sujet parce qu'on a eu une rencontre sur la sécurité alimentaire et j'avais parlé d'un problème vraiment qui fait mal au cœur, parce que moi j'en parle autour de moi, mais ce serait bien que tout le monde prenne conscience de ça. C'est le bradage si je rentre guillemets, de nos ressources biologiques, de la biodiversité. D'accord. Et des savoir-faire locaux. Des savoir-faire locaux. Il y a des savoirs extraordinaires. Lesquels, par exemple, vous avez qui ont été, je sais pas, un exemple très simple, l'utilisation de certaines plantes pour, c'est l'exemple qui revient le plus souvent dans le traitement, pour soigner tel ou tel. Ah d'accord, là vous ne parlez pas forcément des sciences de la mer, vous parlez en général, d'accord. Même dans le sens de la mer, il peut y avoir un produit, une espèce marine qui pourrait avoir des trucs... oui, à l'heure où on parle du biomimétisme... Exactement. Il y a une dame qui vient à Taman Rasset, la dernière fois il y a un copain qui me parlait de ça, les gens sont très contents de lui donner des informations, bon ça avec les doses, etc., voilà comment on fait, voilà, et regardez le résultat, on l'applique, elle vient toutes les fins d'année avec des chocolats et des... Voilà, alors que ça a une valeur. Ça a une valeur, mais les gens, ils ont fondé des créneaux à partir d'informations pareilles, à partir parce que nous sommes inconscients de l'enjeu de la biodiversité. Nous sommes inconscients. C'est peut-être parce que justement la biodiversité aujourd'hui nous l'abordons exactement comme excusez-moi si je puis me permettre, nous l'abordons comme le citoyen aborde ses déchets. Exactement. Le citoyen, quand il voit un déchet, il voit quelque chose qui le dérange et dont il doit se débarrasser. Alors qu'il y a d'autres gens, ils la voient comme une ressource. Or, vous savez, la biodiversité, c'est d'abord de l'information. Un écosystème, de ce que j'ai appris, un écosystème, c'est un système de transfert d'énergie et d'information. Voilà, c'est ça un écosystème, concrètement. Donc, mais aujourd'hui, quand on parle de sécurité alimentaire, moi, je dis qu'on n'a pas assez soulevé le sujet de la souveraineté data, enfin la souveraineté informationnelle. On en a parlé, mais ça ne ressort jamais. D'ailleurs, une fois, on avait un projet d'écrire un papier où on disait, le titre, moi j'avais proposé le titre, de la fuite au cerveau à la fuite des génomes. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, même à l'université, moi aussi des collègues, etc., ils veulent travailler sur un sujet. Ils envoient des échantillons à l'étranger, surtout dans le domaine, il y a maintenant des ressources dans le Sahara
qui peuvent, dans l'avenir, avec le changement climatique, avoir Bien sûr. des usages, enfin, une utilité extraordinaire. Et ces gens, on voit ça, des laboratoires étrangers qui font leur petite cuisine. Le gars ici soutient sa thèse, il a sa publication, mais il ne sait pas ce que les autres en font. Et ça, moi je dis, c'est une question de souveraineté nationale. Voilà. Souveraineté nationale. Mais personne ne s'en occupe. Personne. Bon, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de laboratoires génétiques ici d'analyse. D'accord. Moi je dis, au moins sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens. Leur dire, faites attention. Faites attention. Je ne suis pas contre. Nous, ici, on a un plateau technique génétique dans le nouveau laboratoire. D'accord. Pour justement caractériser les ressources nationales. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à une date très récente, on donnait nos idées aux autres parce qu'on n'avait pas les outils pour répondre aux questions. Juste pour une question d'outils. D'accord, pour des questions d'outils. Parce que nous avons notre réseau donc, dans des universités, Montpellier, Nancy, etc. On travaille beaucoup avec eux. On y va pour... Le gars devient propriétaire des résultats. Ouais. Alors que c'est mon animal ou ma plante, c'est mon idée, ce sont mes moyens, parce que c'est moi qui écris les projets, c'est moi qui obtiens les financements, et le gars il vient parce qu'il a une petite machine qui sait faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça c'est malheureux, mais il faudrait que les Algériens gagnent en autonomie, en indépendance, pour pouvoir gérer leurs affaires de façon indépendante et valoriser leurs produits, arriver à valoriser leurs produits. Tout à fait, ouais. Ça fait partie de... Bien sûr. Et ça donnerait une valeur à la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est pas de dire voilà, j'ai trouvé, mais voilà ce que je peux en faire. C'est ça qui est important. S'il y a quelque chose à faire, pas toujours le cas, mais souvent il y a il y a toujours des applications. Que ce soit pour la transformation, que ce soit pour la pharmacie, que ce soit pour le... Enfin, il y a toujours des usages. Enfin, espérons que ça change. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez consacré. Et puis, j'espère que ce format un peu informel vous a convenu. Mais l'idée, voilà, c'était pas une interview, c'était un entretien. C'est une nouveauté pour moi. J'espère que j'ai été. Vous en êtes très bien sorti, monsieur. J'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que les gens qui vont regarder avec beaucoup d'intérêt ces deux entretiens vont apprendre. Et puis, on les invite à commenter. Voilà, personne ne détient la vérité. La vérité, c'est une somme de... C'est une somme en fait de rencontres. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous.